Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Parution. Champ visuel. Collection dirigée par Pierre-Jean Bengozi, Raphaël Moine, Bruno Péquignot et Guillaume Soulez. Une collection d'ouvrages qui traitent de façon interdisciplinaire des images, peinture, photographie, BD, télévision, cinéma, acteurs, auteurs, marché, metteurs en scène, thèmes, techniques, public, etc. Cette collection est ouverte à toutes les démarches théoriques et méthodologiques appliquées aux questions spécifiques des usages esthétiques et sociaux des techniques de l'image fixe ou animée, sans craindre la confrontation des idées, mais aussi sans dogmatisme. Dernière parution. Manon Grimaud, Nolan, Le Temps et Bergson. Tenay, le cinéaste à la rencontre du philosophe, 2022. Jean-Michel Ropars, Cinéma, littérature, Le Temps dans 10 œuvres, 2022. Françoise Barbepet et Anne-Laure Dubrac, Alfred Hitchcock à la lettre. Entre cri et écrit, 2021. Paul Obadia, Devant le décor. Le personnage et le monde, Duvivier, Carnet Hitchcock Melville, 2021. Jean-François Pigoulier, La décennie 2010 au miroir des fictions télévisées, 2021. Maxime Dida, Géopolitique et cinéma, Images de la puissance, Puissance des images, 2021. Raphaël Vanneau, Disney Star Wars contre-attaque. Laura face à la franchise, 2021. Frédéric Chaume, Jean-Noël Pappens, doublage et sous-titrage. Guide d'une profession en plein essor, 2021. Guglielmo Scafrimuto, français d'origine étrangère, 2021. Caroline Hitz, Cinéma et mythologie. Varda, René Honoreano, 2021. Julien Joly, Patricio Guzman, Une histoire chilienne. Le cinéma au cœur du monde, 2020. Camilo Suarez, L'espace immatériel dans le cinéma de Jia Zhangke. Une politique du regard, 2020. De la même autrice. L'expérience du spectateur au cinéma, 2018, L'Harmattan, collection champ visuel. À l'écoute des sons au cinéma, 2020, L'Harmattan, collection champ visuel. Introduction. Regard cinématographique. Le cinéma contribue, d'une autre manière que les reportages des médias, à notre connaissance de l'Afghanistan, pays qui se retrouve régulièrement sous les feux de l'actualité en raison de son histoire mouvementée. Les films nous le rendent proche par l'éclairage qu'ils nous offrent sur la société afghane, confrontée à des événements souvent dramatiques. Ni ethnologique, ni sociologique, ni journalistique, le regard du cinéma sur la réalité et sur les gens qui passent par le biais des formes filmiques nous fait découvrir des moments de vie, des manières de considérer le monde, il nous donne accès à l'intériorité des personnages, fiction ou des personnes, documentaires. Il nous fait partager une expérience humaine. Le corpus des films rassemblés ici présente une certaine variété et inventivité dans les formes cinématographiques. Fiction réaliste, documentaire de création, dessin animé de fiction, documentaire d'animation, film tourné avec des téléphones portables. La relation entre fiction et documentaire se décline de façon intéressante dans deux films, Osama et À 5 heures de l'après-midi, tournés dans les ruines de Kaboul en 2002, quelques mois après la chute des talibans. Les histoires qu'ils racontent sont des fictions, mais les lieux dans lesquels elles se déroulent sont réels et les images des décombres nous montrent ce qu'était Kaboul à ce moment-là. Cette situation rappelle celle des films néo-réalistes de Rossellini comme Rome, Ville ouverte et Pessa, où l'on découvre l'état dans lequel se trouvaient Rome, Naples, Florence au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que Allemagne année zéro, fiction tournée par Rossellini dans les décombres de Berlin juste après la fin de la guerre, dont les images restent aujourd'hui l'un des plus saisissants témoignages visuels sur Berlin en ruine. Il était évidemment tout aussi impossible de filmer les exactions des talibans lorsqu'ils sévissaient à Kaboul que celles de la Gestapo pendant l'occupation nazie à Rome, raison pour laquelle les cinéastes ont reconstitué ces scènes sous forme de fiction. Par contre, ils n'avaient pas besoin de fabriquer des décors. Tandis que les éléments fictionnels renvoient à des événements survenus peu avant les tournages, la part documentaire de leurs films témoigne de la précarité des endroits dans lesquels devaient s'abriter les gens. Fragments de maisons en ruine à Rome, à Berlin comme à Kaboul, catacombes de Naples où s'entassaient les survivants des bombardements, carcasses d'avions devenus campements de réfugiés à Kaboul. Comme ceux de Rossellini 60 ans plus tôt,
ces films constituent une mémoire en images d'un moment historique déterminant pour le pays. Qu'il s'agisse de documentaires ou de fiction, c'est par le regard des cinéastes que nous découvrons différents aspects de l'Afghanistan. Façon de vivre, relations entre hommes et femmes, conséquences des guerres et du fanatisme sur la société. Les cinéastes dont les films sont présentés ici viennent d'Afghanistan, d'Iran et d'Europe. En raison des guerres et de l'instabilité politique, l'existence d'un soutien au cinéma, formation, production, tournage, diffusion, n'est que partielle et sporadique en Afghanistan. Plusieurs cinéastes ont été formés à l'étranger, Moscou, Paris, Londres. Certains comme Siddiq Barmak, Hassan Fazili, Sarah Mani se sont engagés à Kaboul dans des actions d'éducation artistique et de promotion du cinéma avant de devoir s'exiler. Le point de vue des cinéastes varie en fonction de leur personnalité mais aussi de leur culture d'origine. Les cinéastes afghans, même en exil comme Atiq Rahimi, ont une connaissance intime des traditions afghanes, des relations sociales, de certaines façons de réagir qui imprègnent leur fiction et leur donnent une complicité immédiate avec les protagonistes des documentaires. C'est aussi le cas dans une certaine mesure pour les deux réalisatrices iraniennes, proches de l'Afghanistan par la culture, la langue, certaines habitudes. En outre, à cause des guerres, des changements de régime politique, de la pauvreté, beaucoup d'Afghans vivent en exil en Iran, pour des périodes plus ou moins longues. C'est justement en préparant un documentaire sur les réfugiés afghans à Téhéran que la cinéaste Roxare Gahem Maghami a rencontré Sonita qui sera au centre de son film. Samira Makmalbaf, venue d'Iran filmer à Kaboul juste après la chute des talibans, tournera encore ultérieurement en Afghanistan. La situation des cinéastes européens est différente. Le regard extérieur qu'ils portent sur l'Afghanistan correspond à notre point de vue, à nos étonnements de spectateurs occidentaux, en particulier dans les documentaires tournés dans le pays par Christian Frey et par Sonia Kronlund. Deux cinéastes d'animation nous ouvrent encore d'autres perspectives. Jonas Poer Rasmussen traduit en dessin animé le récit de son ami afghan réfugié au Danemark, Nora Toumeh, en s'appuyant sur une documentation très approfondie, raconte dans un film d'animation les aventures d'une fillette sous le régime des talibans. À travers la diversité de regards et d'approches, ces films ont aussi une portée sociale et politique. En montrant les ravages de la guerre et de l'intolérance, ils deviennent des manifestes pour la paix et la tolérance, notamment par rapport à la situation des femmes. Par la connaissance particulière qu'ils nous donnent de l'Afghanistan, le cinéma joue ici éminemment son rôle d'apprivoisement de l'altérité. Sortis entre 2003 et 2021, les 10 films analysés ici ont été tournés entre la chute du régime des talibans en 2001 et leur reprise du pouvoir en août 2021. Ces films ont été présentés dans divers festivals en France et en Suisse, notamment à Cannes, au Festival d'animation d'Annecy, à Locarno, à Vision du réel à Nyon, au Festival Film et Droits Humains à Genève, ainsi que dans d'autres festivals internationaux comme Sundance ou Toronto. Sortis quelquefois en salle, la plupart existent en édition DVD ou sont diffusés sur des plateformes de streaming. Ces films s'inscrivent dans l'histoire récente de l'Afghanistan. Pour comprendre à quelle période et à quels événements ils font allusion, on trouvera ci-dessous quelques repères chronologiques. Dans la partie analyse, la présentation détaillée de chaque film est suivie de commentaires à propos de la forme et du sens, et de brèves indications sur les cinéastes, les actrices et acteurs ou les protagonistes des documentaires. Une synthèse met en exergue les convergences de sujets, de contexte, de forme apparaissant dans ces 10 films, et la conclusion revient sur le rôle du cinéma. REPERES chronologique. À part les Bouddhas géants et Parvana, qui contiennent des allusions au passé lointain de l'Afghanistan, tous les films font référence à des événements du passé récent situés dans 4 périodes successives. 1978 à 1992, intervention soviétique. 1978, coup d'État communiste en Afghanistan. 1979. L'URSS envahit le pays, ce qui entraîne une résistance anti-soviétique des Moudjahidines, soutenue notamment par les États-Unis, l'Arabie saoudite et le Pakistan. Parmi les différents groupes de Moudjahidines figurent les talibans. 1989, retrait des troupes soviétiques. 1992, le gouvernement communiste afghan est renversé. 1992 à 1996, guerre civile.
1992 à 1996. Guerre civile entre les différentes factions de moudjahidines afghans qui se disputent le pouvoir. À Kaboul, la guerre fait des dizaines de milliers de morts. 1996 à 2001, régime taliban. 1996, prise du pouvoir par les talibans, instauration de la charia. Mars 2001, destruction des grands bouddhas de Bamiyan. 2001 à 2021, intervention de l'OTAN. Fin 2001. En riposte aux attentats du 11 septembre à New York, une coalition internationale menée par les États-Unis lance une offensive contre l'Afghanistan et occupe le pays, chute du régime des talibans. 2003. L'OTAN prend le commandement de la Force internationale d'assistance et de sécurité pour la reconstruction du pays. Sous l'égide de l'ONU, la coalition tente d'installer des structures favorisant le retour à la démocratie. 2001 à 2021. Faiblesse des institutions gouvernementales afghanes rongées par la corruption. Guérilla permanente des talibans qui multiplient les attentats. Août 2021. Retrait des États-Unis et de l'OTAN, reprise du pouvoir par les talibans. Analyse. Osama. Réalisateur, Siddiq Barmak. Afghanistan, coproduction Irlande-Japon 2003. Fiction. À Kaboul, sous le régime des talibans, une fille de 12 ans vivant seule avec sa mère et sa grand-mère doit se déguiser en garçon pour faire survivre la famille. Dans la rue poussiéreuse, au milieu des gravats, un petit mendiant agite une boîte en métal d'où s'échappe de la fumée et crie « Ceci éloignera tous vos malheurs ». Il s'adresse au filmeur « Monsieur, un beau geste, donnez-moi $1 ». Le garçon saisit le billet et remercie. « Suis-les », lui dit la voix du filmeur tandis que la caméra s'approche d'une femme en burqa ocre et d'une jeune adolescente. Le mendiant les harcèle. Elles essaient de le chasser quand il leur dit à mi-voix « C'est gratis, le monsieur là-bas paiera ». Soudain la rue est envahie par une manifestation de femmes en burqa. Le mendiant dit à l'homme hors champ « Allez filmer ça, c'est intéressant ». Entre les murs lézardés, les maisons à moitié détruites, des quantités de femmes en burqa bleu défilent en tenant des pancartes. Nous voulons travailler, nous sommes veuves, et scandent, ce n'est pas politique. On a faim, donnez-nous du travail. Après ce début en forme de jeu entre le petit mendiant et un reporter qu'on ne voit pas, les images changent de statut, on entre dans l'histoire de la mère et de la fille, c'est à travers son regard que l'on perçoit les événements. Tandis que passe le cortège des manifestantes, elles sont plaquées contre un mur, le visage inquiet, elle supplie sa mère, dont les réactions sont invisibles puisqu'elle est dissimulée sous sa burqa ocre. « Maman, rentrons. » Le petit mendiant crie « Fuyez. » Les talibans arrivent. Des hommes enturbanés, en armes, surgissent sur des camions. On entend des tirs, les manifestantes courent, violemment arrosées par des lances à eau. La mère et la fille sont prises dans la débandade puis parviennent à se réfugier dans une maison avec le petit mendiant. Trempés, affolés, les deux enfants qui ont une douzaine d'années tremblent et sanglotent. Un peu plus tard, la fille entr'ouvre la porte et observe la rue. La fuite des femmes continue, des petits enfants hurlent, balayés par les jets d'eau, puis elle voit un groupe de femmes en burqa bleues empoignées par des talibans, poussées et enfermées dans une cage posée sur un camion qu'ils verrouillent avec une chaîne et un énorme cadenas. La mère et sa fille rejoignent l'hôpital. Médecin. La mère n'a pas été payée depuis 4 mois et demande son salaire, mais le directeur dit qu'il n'a plus un sou. Il parcourt les couloirs de l'hôpital délabré. Dans une grande agitation, on évacue les malades. Un homme appelle la femme médecin auprès de son père. Elle revêt sa tenue, prend son stéthoscope et ausculte le vieillard, lui pose un masque à oxygène, mais la bonbonne est vide. « Éventez-le », dit-elle au fils du malade en remettant sa perfusion. Soudain on crie « Les talibans arrivent !» Immédiatement, la mère revêt sa burqa et sa fille se cache dessous. « Y a-t-il des femmes étrangères ?» hurle le taliban. Immobile sous sa burqa, la femme médecin dit « Je suis venue avec mon père, il est malade. » L'homme qui évente son père dit en tremblant qu'il est son mari, et se fait houspiller car il tolère que sa femme parle à des étrangers. Le calme revenu, la fille jette un coup d'œil dehors et voit des talibans emmener de force une femme médecin étrangère, blonde sous son foulard. « Je suis là pour soigner », proteste-t-elle en vain. Le fils de l'homme asthmatique décide d'emmener son père. « Si je le soigne à domicile, vous me paierez ?» demande la doctoresse. Il accepte et prend le vieil homme sur son dos.
tandis que la mère et la fille l'accompagnent en tenant la perfusion. Après avoir installé le malade dans son lit chez lui, la mère demande au fils de les ramener, elle et sa fille, sinon les talibans vont les arrêter. L'homme prend son vélo, installe la fillette devant lui et la femme en Amazone sur le porte-bagages. Tandis qu'il roule lentement dans un quartier en ruine, un plan montre les pieds nus de la femme dans des sandalettes qui dépassent de la burqa. Ils doivent s'arrêter, une voix d'homme leur hurle des reproches. Laisser voir les pieds nus d'une femme est impie. Le tissu est prestement rabattu pour les cacher. La femme demande à l'homme s'il peut venir la chercher le lendemain pour aller soigner son père, mais il refuse, lui dit de trouver un autre homme pour l'accompagner. De retour chez elle, tandis que la grand-mère tresse les cheveux de sa petite-fille, la mère pleure. Son mari est mort pendant les guerres de Kaboul, son frère est mort dans les combats contre les Russes, personne ne peut s'occuper d'elle. Si seulement j'avais un fils et pas une fille. La grand-mère réagit, dit que les hommes et les femmes sont égaux, ont les mêmes souffrances. Elle décide de couper les cheveux de sa petite-fille et de raccourcir les habits du père défunt pour les mettre à sa taille. La fillette est affolée. Les talibans vont me tuer s'ils me découvrent. Mais non, dit la grand-mère, les gens croient ce qu'ils voient. Et nous mourrons de faim si tu ne travailles pas. La grand-mère raconte une légende à sa petite-fille en lui coupant délicatement les tresses. La mère découpe une tunique du père. Par flash, des souvenirs de terreur de leur journée viennent hanter l'enfant. Le lendemain, cheveux courts, elle apparaît, vêtue en garçon, tunique grise et petit bonnet assorti. Sur une musique de chant traditionnel, l'image au ralenti souligne la magie de cette transformation. La fille, on ne sait pas son nom, plante dans la terre d'un pot de fleurs une des tresses que sa grand-mère a coupée. Dans les rues où passent les camions de talibans entre les charrettes à bras des marchands, la mère sous sa burqa et son fils plein d'angoisse vont chez l'homme dont le père est malade, mais quand elles arrivent, le patient vient de mourir. L'homme emprunte de l'argent pour payer la doctoresse. Elles repartent en portant l'appareil à perfusion. À la maison, la fillette, endormie, fait des cauchemars et se met à hurler. Sa grand-mère la serre contre elle et l'apaise. Dans la rue, la mère en burqa et son fils croisent le petit mendiant qui s'écrie « Je te connais, toi, pourquoi tu t'es coupé les cheveux ? Si tu ne me paies pas, je te dénonce. » Mais elle lui lance un tel regard de détresse que le mendiant change d'expression et file. La mère l'emmène chez un ancien compagnon de combat de son mari, qui tient une petite échoppe. Il les fait entrer. Elle lui dit la vérité, sa fille est travestie en garçon, elle a besoin de son travail. L'homme dit qu'il s'en sort à peine, mais accepte de le prendre comme aide. Le garçon brasse du lait fumant dans une grande bassine. Le marchand remarque ses souliers de fille et lui fait enfiler d'autres chaussures. Il lui dit aussi d'essayer de parler avec une voix plus rauque. Dehors, un mollah en turban noir appelle à la prière. Le marchand et son apprenti rejoignent une cohorte d'hommes au bord d'un étang. Il lui montre comment faire les ablutions des mains et des pieds. Dans la salle de prière, le mollah se place juste derrière eux et voit que le garçon ne fait pas correctement tous les mouvements. À la fin de la journée, le marchand donne à l'enfant des galettes de pain et une pastèque. Les serrant contre sa poitrine, il court à la maison, suivi au début par un vieux taliban. Hors d'haleine, paniqué, il referme la porte et crie à sa mère qu'il y a un taliban dans la rue. Fâchée, sa mère l'accable. « Qu'as-tu fait ? » Les talibans ont des doutes. La grand-mère console sa petite-fille épuisée et angoissée. Elle lui raconte la légende du garçon qui passe sous un arc-en-ciel et devient une fille, tandis que la mère cache la radio et brûle des photographies. Le mollah au turban noir vient dans l'échoppe pour emmener le garçon. Le patron essaie en vain de s'y opposer. Dans la rue, au milieu de toute une troupe de garçons réquisitionnés, il retrouve le mendiant, Espandi. Ils sont conduits jusqu'à un bâtiment en ruine où on leur distribue des tissus blancs. Ils veulent faire de nous des talibans, lui dit Espandi en l'aidant à s'enturbaneur la tête. La foule des gamins, assis, coiffés de leurs turbans blancs, apprennent à psalmodier le Coran en se balançant d'arrière en avant. Dans la cour, pendant la récréation, les garçons se montrent très turbulents tandis qu'ils restent à l'écart. Espandi grimpe dans un arbre sec, monte, lui dit le mendiant. Il grimpe, mais soudain est pris de panique. Assis plus loin, le mollah au turban noir l'observe, échange des regards avec un vieux mollah à barbe blanche, il redescend de l'arbre le pied en sang. La leçon suivante, dans une sorte d'immense cave, concerne l'hygiène. Le vieux mollah, les yeux ourlés de colle, torse nu, un tissu autour des hanches, apprend aux élèves à faire leurs ablutions.
Vous aurez bientôt des émissions nocturnes, dit-il à l'assemblée de garçons, eux aussi torse nu et pagne autour de la taille, petite cuvette devant chaque élève. Lui, pas déshabillé, reste à l'écart et regarde. Le vieux Molla leur montre comment se renverser de l'eau sur la tête, puis écarter un peu leur pagne et se laver les organes génitaux. Ensuite le vieillard se plonge dans une bassine et appelle le garçon qui dit « Mais mon pied saigne. Lave-le et viens ici. » Il obéit et se trempe dans l'eau. « Tu as bien compris ?» demande le Molla. « Oui, 3 fois à droite et 3 fois à gauche, » dit le garçon en répétant les consignes. Tout sourire, le vieillard s'exclame « Ce garçon est comme un éphèbe au paradis. » Espendi demande « C'est quoi un éphèbe ?» Le vieillard répond « Un garçon qui ressemble aux filles. » Après, dans la rue, la meute des garçons le poursuivent en criant « C'est une fille. » Espendi le défend « C'est un garçon. Foutez-lui la paix. » Il demande « Comment tu t'appelles ?» C'est Espendi qui répond « Il s'appelle Osama. » Osama, turban sur la tête, va vers l'échoppe qui est fermée. « Où est mon patron ?» demande-t-il. Le voisin lui dit que le marchand, ruiné, est parti au Pakistan. Il lui donne de sa part une couverture chaude pour l'hiver. À la maison, il raconte à sa mère ce qui s'est passé, mais celle-ci vient de trouver un travail ponctuel. Il y a un mariage chez les voisins, mets ta robe, on va y travailler. Vêtue en fille, elle porte des plateaux de nourriture aux convives. Les chants de femmes retentissent au rythme du tambourin. La mariée, parée et maquillée, est assise à côté de la photo d'un homme. Mais où est le mari ? S'étonne la fille. Il est parti en Iran. Soudain, un gosse qui montait la garde s'écrie « Silence !» Les talibans. Immédiatement, toutes les femmes disparaissent sous leur burqa. Les talibans surgissent. Que se passe-t-il ici ? Une des femmes répond « Ma mère est décédée. » Eux, en turban et armes en bandoulière, observent les femmes en burqa ployées en avant, converties en chœur de pleureuses. À l'école coranique, Osama et les autres gamins se penchent sur leur Coran en récitant. Le Molla leur rappelle qu'après la prière ils auront leur leçon militaire. Dans la cour de récréation, les gosses continuent à molester Osama en criant « Il a une tête de fille, des pieds de fille, une voix, des mains de fille. » Osama se met à pleurer, répétant « Je suis pas une fille » et appelle Espendi qui accourt. On le met au défi de monter dans l'arbre. Osama grimpe jusqu'en haut, puis se trouve coincé et appelle Espendi qui essaie de le guider pour redescendre, mais pris de panique, Osama crie « Je vais tomber ». Les adultes arrivent et envoient Espendi le chercher. Osama, ligoté, se retrouve suspendu à la corde du puits. Il est secoué de sanglots et appelle sa mère tandis que son corps oscille dans l'obscurité du puits. Au bout d'un moment, le vieux Molla estime que la punition est suffisante. Le Molla au turban noir remonte la corde et détache Osama qui a les jambes en sang. Le vieux Molla soulève sa tunique et déclare « C'est une fille. » Elle essaie de s'enfuir, poursuivie par la meute des gosses qui l'attrapent. Espendi jette des regards affolés. Le Molla enfonce brutalement une burqa sur la tête des Osama, que l'on conduit à la prison pour femmes. Derrière les barreaux, au milieu d'une multitude de femmes, elle aperçoit la femme médecin d'une organisation internationale qui avait été arrêtée à l'hôpital. Osama, vêtu en fille, est abattu par le désespoir, mais l'image nous la montre dans son habit de garçon en train de sauter à la corde, en pensée, dans la prison. Des gardiennes en burqa noir emmènent la doctoresse étrangère, une autre femme et Osama, au tribunal qui se tient en plein air sous les colonnes d'un bâtiment en ruine. Devant une foule d'hommes assis par terre, un taliban déclare qu'ils vont appliquer la loi sacrée des talibans. Osama relève son voile pour regarder. Entouré de gardes armés, un dignitaire en turban blanc installé sur un lit tressé, appuyé sur son coude, égrène sans arrêt son chapelet. Les gardes amènent le journaliste étranger qui a filmé les événements de Kaboul. Ils apportent sa caméra et font voir au juge les images qu'elle contient. On retrouve les séquences du début, la manifestation des femmes, Espendi qui reçoit de l'argent. Cet infidèle aura la mort pour châtiment, proclame le juge. Le journaliste occidental est emmené par les gardes. On voit en gros plan la main d'un adulte cacher les yeux d'un enfant tandis que retentit la rafale des fusils mitrailleurs. Sous sa burqa, Osama s'agite. Le juge continue. Cette femme a eu une attitude blasphématoire, elle sera lapidée jusqu'à ce que mort s'ensuive. Osama relève sa burqa pour observer.
tous les hommes de l'assistance se lèvent, la femme est enterrée jusqu'à mi-corps, son buste et sa tête dépassant du sol. Amenez la fille travestie en garçon. La gardienne lui rabat brusquement sa burqa et lui prend le bras. Le vieux mollah de l'école coranique se penche vers le juge et lui parle à l'oreille. La gardienne amène Osama devant le juge qui déclare « Je lui pardonne. Cette orpheline n'a personne, je te la donne en mariage dans le respect des lois et de la religion. » « J'accepte, répond le vieux mollah. Osama, sous sa burqa, supplie « Monsieur le juge, ne m'abandonnez pas à cet homme. Je veux parler à ma mère. » Mais, tandis que les hommes s'approchent en masse de la femme à moitié enterrée et ramassent des pierres pour la lapider, le vieux mollah emmène la fillette. Il la fait monter derrière lui sur sa charrette tirée par un âne et chantonne, ravi, tandis qu'ils avancent sur une route déserte. Arrivé devant une vieille maison isolée dans la campagne, le mollah pousse la fillette à l'intérieur puis referme la porte avec un gros cadenas. Dans la cour intérieure où des poules s'ébattent, des femmes et des enfants regardent la nouvelle venue. On habille la fillette en mariée. Une femme lui ajuste un voile violet en disant « Que l'enfer engloutisse les talibans. Ils ont brûlé nos maisons, nos terres et nos jardins. Il ne nous reste rien. Ils m'ont arrêté et marié à ce mollah. Ils ont gâché ma vie, je n'ai plus de raison de vivre. » Un gros plan de la fillette montre son visage plein de tristesse et d'angoisse. Une deuxième femme lui maquille les yeux en racontant « Nous étions réfugiés quand les talibans ont capturé mon frère et l'ont assassiné. Puis ils m'ont donné à ce mollah. Qu'il crève. » En mettant du henné dans les paumes de la fillette, une troisième femme lui dit « La nuit où je teignais mes mains de henné, il m'a forcé à fuir et à l'épouser. Ma vie est sombre et insignifiante. Je le hais, mais que puis-je faire ? La fillette pleure. Il m'a volé ma vie pendant notre nuit de noces. Ma jeunesse a été gâchée par cet homme cruel. » La fillette, yeux maquillés et lèvres peintes, sanglote désespérément. Un peu plus tard, on la voit assise dans le cercle des 3 femmes et de leurs 6 enfants. Le soir, le mollah revient, il ouvre une porte. Où est la fille ? Les 2 femmes et les enfants se taisent. Il parcourt la maison, ouvre une autre chambre, la femme et les enfants restent muets. Je la trouverai moi-même, dit-il en recadenassant la porte. Dans une autre pièce, il soulève le couvercle d'une sorte de cheminée en maçonnerie. La fillette est cachée dedans. Sors de là. Il la tire sans ménagement, elle est en larmes. Puis il lui présente divers cadenas suspendus à une chaîne. Choisis. Elle pleure. Ils ne te plaisent pas ? Celui-ci est fait pour toi, s'exclame-t-il, ses yeux ourlés de colle pétillant de malice, en présentant à la fillette qui sanglote un énorme cadenas en métal ouvragé. À l'étage d'en dessous, les femmes soulèvent un volet et voient la fillette et le mollah monter les barreaux d'une échelle dans la cour. Elles se regardent et referment le ventail. Le vieux mollah, nu, pagne noué sous son ventre bedonnant, sort d'une galerie et s'étire d'aise. Il se plonge dans une citerne d'eau chaude sous laquelle un feu est allumé et fait ses ablutions. Un gros plan montre ses cheveux blancs et sa barbe blanche tandis que la vapeur s'élève dans la nuit. Le film se clôt sur les images au ralenti des apostrophes Osama, en train de sauter à la corde dans la prison pour femmes. Un regard d'enfant. Les émotions que ce film nous fait ressentir sont largement liées au fait que la situation est perçue par le regard d'une enfant. Au début, en tant que fille, Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.